Bonjour Michel Rieux-Sarcey. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, vos travaux portent principalement sur les questions de genre, de féminisme, mais aussi des révolutions du 19e siècle. Alors je ne sais pas si... Et de l'utopie. Et de l'utopie, c'est très important, parce Fondamental. on va en parler en plus. Je ne sais pas si nous sommes à la veille d'une révolution, mais vous signez avec d'autres intellectuels un appel dans le monde, à l'initiative de la revue Regard, pour soutenir les grévistes et ceux qui se mobilisent à partir de demain 5 décembre. On va y revenir, mais d'abord, c'est quoi les signes avant-coureurs d'une révolution? Quelles sont les conditions préalables pour que la révolte, la colère, se transforme en révolution? Très difficile à dire par anticipation. Tout mouvement social, quel qu'il soit, est toujours inattendu. L'histoire ne se renouvelle jamais. Là, incontestablement, il y a un mouvement extrêmement important. Je crois que la grande majorité de la population est favorable aux grévistes, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ça s'explique parce que chacun fait ses calculs et se rend compte qu'il va y avoir une diminution incontestable des retraites. Mais pas simplement des retraites. L'offensive qui a été faite contre les services publics, les hôpitaux, la SNCF, tout ce qui aujourd'hui sur les territoires est contesté parce qu'il y a une désertion de ce qui fait partie de la vie collective. Donc une accumulation de revendications qui en fait j'allais dire convergent parce que c'est un mot qui est à la mode, mais qui se rassemblent aujourd'hui autour précisément de la question des retraites et de la réforme qui est extrêmement ambiguë, pas explicite. On ne sait vraiment pas très bien ce que le gouvernement a l'intention de faire. Il reste dans un flou loin d'être artistique. Et c'est la raison pour laquelle les protestations sont particulièrement importantes. Je l'ai dit, vous signez aujourd'hui dans Le Monde un appel d'intellectuels. Plus de 180 intellectuels et artistes soutiennent ces grévistes. Pourquoi c'est important que les intellectuels, la parole de l'intellectuel, de l'artiste, pourquoi c'est important qu'ils prennent la parole, qu'ils prennent la plume plutôt, puisque c'est une publication d'un appel dans Le Monde. C'est important aujourd'hui d'avoir cette parole, en plus de tous ceux et celles qui se mobilisent, d'avoir cette parole intellectuelle. Qui que ce soit qui prenne la parole pour expliciter non seulement le soutien, mais pour accompagner la grève en étant extrêmement actif, y compris dans la manifestation qui va se dérouler demain, je crois que c'est une nécessité. Alors il est vrai que la question des intellectuels se pose réellement différemment de celle qu'elle était il y a ne serait-ce que quelques années. Nous ne sommes même plus en 95. Les intellectuels aujourd'hui sont dispersés, disséminés un peu partout. Ils ont, de mon point de vue, assez largement quitté les rangs de l'université. Et la pensée critique est si bien répandue, en particulier depuis le mouvement des Gilets jaunes, j'allais dire le soulèvement des Gilets jaunes, que la part de l'intellectuel, si je reprends la définition classique de Sartre, c'est-à-dire celui qui se mêle des affaires qui ne le regardent pas, c'est une provocation bien entendu, puisqu'il s'agit tout simplement d'imaginer que chacun est partie prenante des relations sociales dans leur ensemble, de la situation mondiale, et tout nous regarde. Être partie prenante de la situation, être partie prenante du mouvement, signifie que nous sommes réellement engagés auprès de tous ceux qui contestent les méfaits d'une pseudo-réforme. Il y a eu du mépris, une incompréhension des intellectuels sur ce mouvement des Gilets jaunes? Ah oui, mépris je ne pense pas, mais étonnement, et ils n'ont pas vraiment suivi de près le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont essayé de l'interpréter, il y a eu énormément d'enquêtes, énormément d'interrogations, énormément de contacts qui ont été pris, de questionnaires qui ont été posés, mais souvent à distance. Et je crois qu'ils ont, pour l'essentiel, oublié d'écouter ce qu'il se dit, notamment dans les assemblées des assemblées. Et là, il y a eu des propos extraordinairement novateurs, inventifs, puisqu'une partie des Gilets jaunes a participé à l'apprentissage d'une véritable démocratie. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois qu'avant d'interpréter, il est bon d'écouter ce qui se passe. Il me semble qu'il y a là un changement, une transition, un tournant, je ne sais pas, une rupture. Les acteurs
qui font l'histoire, qui sont partie prenante du mouvement de l'histoire, sont en train de devenir sujets de leur propre histoire. C'est eux les intellectuels aujourd'hui, c'est Alors je ne sais pas jeunes. si... Non, pas les intellectuels au sens où on l'entend traditionnellement, mais je crois qu'ils sont en train de penser leur mouvement. Et donc, penser ce que l'on fait tout en essayant de le mettre en œuvre et d'écrire sur ce que l'on fait, c'est un petit peu la définition que donne Hannah Arendt du sujet de l'histoire. Et là, moi, personnellement, j'essaye d'œuvrer dans ce sens-là parce que ça me paraît vraiment important. Alors, parmi eux, incontestablement, il y a ce qu'il est convenu d'appeler des intellectuels. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de la réalité des mouvements à l'échelle internationale. Ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe au Chili. Ils suivent, pour certains d'entre eux, pas assez de mon point de vue, ce qui se passe en Algérie. Ils sont à l'écoute de ce qui se passe en Irak. Certains d'entre eux sont parfaitement à même de pouvoir expliquer ce qui se passe au Chiapas. Et tous ces éléments-là nous montrent que la conscience internationaliste est redevenue vraie et elle est à nouveau dans l'actualité. Vous avez cité 95 tout à l'heure. Vous étiez à l'origine d'un appel déjà d'intellectuels en 1995 qui avait été très largement repris ou en tout cas popularisé par la figure de Pierre Bourdieu. Qu'est-ce qui a changé justement depuis 95, à la fois sur le mouvement social, mais aussi à la fois dans la prise de position des intellectuels et de leur place dans la société? Ce qui a changé, c'est que les intellectuels ne sont plus confinés dans le travail, dans la profession de pensée ou dans la profession de spécialiste de leur discipline. Ils sont un petit peu ailleurs. En 95, nous étions... Il n'y a pas eu un changement vraiment dans la composition de ceux qui sont favorables à la réforme, d'autres qui sont opposés, parce qu'en 95, il faut rappeler que nous étions 5 dans un premier temps, donc Denis Berger, Henri Mahler, Catherine Lévy, Yves Benoît et moi-même, et nous sommes allés ensuite demander le soutien de Bourdieu. Et très vite, bien sûr, Bourdieu et tous ses disciples se sont emparés en quelque sorte de l'initiative, mais au tout début, c'était assez extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait la première réunion publique rue du Dragon, un nombre très 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 important d'intellectuels au sens plein du terme, j'allais dire au sens défini par Blanchot dans les années 60. Blanchot fait partie de ceux qui ont fait l'appel des intellectuels, pas des intellectuels, l'appel des 121, en faveur de, tout simplement de la résistance en Algérie, et puis c'est un appel à la désertion. Et donc, ces intellectuels qui étaient extrêmement critiques à l'égard de la prise de position et de la CFDT et de Nicole Notat et bien entendu de la réforme Juppé, se sont très engagés auprès de nous, et puis ensuite ça a pris une forme beaucoup plus large, très largement autre, au-delà de la tradition des universitaires, si vous voulez. Maintenant, la dispersion des intellectuels au sens plein du terme, j'insiste, c'est-à-dire qui sont partie prenante des engagements du monde tels qu'ils se passent à l'heure actuelle avec tous les soulèvements qui se déroulent, c'est quand même totalement inédit, ils sont un peu partout. On vient d'évoquer 95, on fait souvent référence aux révolutions passées. Est-ce que vous diriez, comme Geoffroy de La Gannerie, qu'il y a une certaine forme de nostalgie sur les révolutions passées et qui nous empêche d'inventer et de gagner les batailles sociales? Une sorte de nostalgie et gagner? À vouloir faire référence en permanence aux révolutions passées, aux révolutions françaises, que ce soit mai 68 ou d'autres, et à vouloir faire la même chose que ce qui s'est passé à ces moments-là, est-ce que ça ne nous enferme pas dans une forme de nostalgie qui nous empêche d'inventer des nouvelles formes de mobilisation et donc de gagner des nouvelles conquêtes? Là je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Personne, à ma connaissance, essaye de renouveler ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, en tant qu'historienne, je sais parfaitement que l'histoire ne se renouvelle jamais. Simplement, ce que certains d'entre nous ont dit, c'est qu'il y a des résurgences, des références à un passé inaccompli. Quelque chose qui, effectivement, aurait pu advenir
en 1848 en particulier, ou pendant la Commune, ce sont des références qui sont très largement citées à l'heure actuelle, ou même pendant la Révolution de 89, ce sont des révolutions, des insurrections qui n'ont pas abouti aux promesses, j'allais dire aux promesses des Lumières premières. C'est-à-dire que les promesses des Lumières, c'était que chacun était en capacité d'être libre, à condition bien entendu qu'il entame lui-même ce processus. Et donc, cette référence au passé, c'est une référence au passé dans la mesure où on sait que des événements non advenus, à un moment ou à un autre, ressurgissent. Rien à voir avec l'imitation, rien à voir avec un renouvellement d'un passé qui est largement dépassé. Au contraire, comme tous les soulèvements, ceux-ci, parce que c'est un petit peu partout, inventent, renouvellent considérablement, y compris le mode d'action. Et là, on s'aperçoit que nous ne sommes pas dans une véritable démocratie, puisque la démocratie vraie, à l'heure actuelle, est en cours d'apprentissage du Chili, en Algérie, en passant bien entendu par les Gilets jaunes, qui, en particulier dans les expériences locales, sont en train, en réinventant la fraternité, extraordinaire fraternité perçue, imaginée, possible en 1948, ils la réinventent concrètement dans tous les lieux qu'ils occupent de manière collective. Est-ce que vous êtes inquiète sur l'issue de toutes ces révoltes? Vous avez cité plein de soulèvements au Chili, en Algérie, aujourd'hui en France. On a vu quand même dans un temps récent, que ce soit les révoltes au Brésil ou les révoltes comme il y a pu y avoir en Italie, que ces révoltes-là n'ont pas profité à la gauche, elles ont profité à l'extrême droite plutôt. On l'a vu avec Bolsonaro, on l'a vu avec Salvini. Comment on empêche une issue qui serait une issue très dure, très négative, en tout cas très... C'est très difficile à dire parce que ce ne sont pas les révoltes au Brésil et ailleurs qui ont donné de Trump à Bolsonaro, c'est la répression. C'est-à-dire que les outils répressifs des gouvernements, quels qu'ils soient, sont particulièrement sophistiqués. La technique l'a toujours emporté, le progrès technique l'a toujours emporté sur le progrès humain. Là, nous en avons une manifestation particulièrement cinglante, saignante, si je puis dire, puisque, y compris ici en France, la répression des manifestations a été terrifiante, inédite, là encore. Donc, comment empêcher? Tout simplement, c'est essayer de mettre en place un rapport de force suffisamment important pour que celui-ci puisse contrer une répression éventuelle et un gouvernement fort éventuel, parce que rien n'est établi d'avance, on ne sait jamais ce que ça va donner. Mais je crois que là où la conscience doit être particulièrement aiguisée, ça ne va pas être tout de suite. Nous devons réellement réinventer une démocratie réelle, puisque l'émancipation a été oubliée pendant un certain temps, notamment au XXe siècle, au profit d'une prise de pouvoir d'État. Cette émancipation, il faut la rétablir dans son origine. Il faut que les individus puissent s'émanciper eux-mêmes, prendre en charge leurs propres affaires. C'est donc tout un réapprentissage de 2 siècles de délégation de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui va être particulièrement difficile à mener et à entendre et à faire entendre, parce qu'en général, les gens sont un peu pressés. Vous venez d'évoquer la répression. En France, vous êtes inquiète pour nos libertés. On le voit depuis un an avec les Gilets jaunes, les intimidations, les comparutions immédiates, sans parler évidemment des mains arrachées, les éborgnés. Là, oui, il y a de l'inquiétude à avoir parce que à aucun moment dans l'histoire récente, la répression a été aussi sévère, aussi brutale. Et du même coup, je crois qu'une réaction s'impose. Et c'est toute une réflexion sur la violence qu'il faudrait avoir. Nous aimerions bien initier un débat sur la violence parce que c'est quelque chose d'une actualité particulièrement importante. Nous manquons d'alternatives. C'est quoi l'alternative politique? Quelle réponse on donne à ceux qui se mobilisent? Je sais que c'est une question qui est posée continuellement. Les Gilets jaunes ne vont pas réussir parce qu'il manque d'alternatives politiques. Qu'est-ce que ça veut dire une alternative politique dans les cadres des dispositifs du néolibéralisme? Que veut dire une alternative politique dans le cadre
d'une démocratie pseudo-représentative, puisqu'à l'heure actuelle, tous ceux qui sont censés être représentants sont des privilégiés du pouvoir, et cette représentation se limite à une poignée d'individus. Et donc, cette alternative, elle n'existe pas dans les cadres du système actuel. Il faut donc réinventer une alternative réelle en essayant de prolonger toutes les théories critiques de Marx à Bakounine, d'une certaine manière, pour imaginer un réapprentissage de la démocratie réelle, celle qui a été esquissée au tout début du XIXe siècle, enfin à la fin, pendant la Révolution française, et puis dans les associations, dans toutes les révolutions, en particulier celle de 48, où on a imaginé une véritable démocratie, c'est-à-dire une république démocratique et sociale. C'était esquissé par tout un collectif d'associations. Donc c'est ce type de revendication qu'il faut avoir, de façon à ce que la totalité de ceux qui luttent à l'heure actuelle reprennent en main leurs propres affaires et puissent effectivement, par un contrôle dans un premier temps des pouvoirs en place, avoir une position pour imaginer un autre monde possible. Et donc ce processus en transition, ça s'appelle l'utopie. À la fois une critique du réel et, au-delà, imaginer une autre société. Nous n'avons plus le choix. D'autant que, avec la crise climatique à l'heure actuelle, il va y avoir obligatoirement une réduction drastique de la consommation d'énergie. Et donc, une réduction de la production. Et donc, nous allons vers la décroissance. Si tout ce processus n'est pas pensé avec tous ceux qui sont partie prenante de l'activité au sens large du terme, il n'y a aucune possibilité d'imaginer une autre alternative. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais le chemin va être très long. Il faut savoir que l'apprentissage de la liberté, c'est toujours en devenir. J'ai une dernière question, Michel Rieussarcé. Vous venez d'utiliser plusieurs mots, réinventer le mot utopie. Vous diriez que les politiques, ceux qui gouvernent, ceux qui s'opposent, ceux qui proposent, ceux qui se présentent à des élections ont arrêté de penser, ont arrêté d'avoir des utopies, je pense notamment à gauche? Oui, sans aucun doute. Je ne sais pas s'ils ont arrêté de penser, mais il semble qu'à l'heure actuelle, penser devient un vilain mot. Au XIXe siècle, Lamartine pensait que le mot prolétaire était un vilain mot, qu'il fallait le bannir du vocabulaire. Aujourd'hui, c'est penser. Il faut le bannir du vocabulaire. Mais tout ceci est lié précisément au néolibéralisme qui a travesti les mots de telle manière qu'aujourd'hui, liberté veut dire s'exploiter soi-même. C'est vous dire que le chemin à parcourir passe aussi par une critique du langage, par une réappropriation de l'origine émancipatrice des principes libérateurs, tout simplement remettre au goût du jour liberté, égalité, fraternité. N'oubliez pas que le mot fraternité, en 1848, était l'équivalent du mot communisme. Mais ce même mot communisme a été aussi travesti, dénaturé par le Parti communiste soviétique qui s'est très vite substitué à cet élan émancipateur que pouvaient représenter les premiers soviets. Au même titre que le mot gauche, vous diriez ça aussi? Il a été usurpé le mot gauche, mais il est important de le sauver? À mon avis, oui. Il faut le sauver au détriment des avant-gardes, puisque les avant-gardes, à l'heure actuelle, sont derrière nous. C'est la totalité de la population qui est partie prenante de ses propres activités et du destin de la planète, qui doit reprendre en main, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses propres affaires. Merci beaucoup Michel Rieussarcé.